Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Alors vous allez voir, on va passer une demi-heure avec un grand patron, un patron du CAC 40, mais alors un patron du CAC 40 qui, alors déjà il avait une très grande liberté de parole, mais maintenant qu'il est en train en fait de tranquillement céder la direction de Saint-Gobain, il a une encore plus grande liberté de parole. Donc c'est Pierre-André de Chalandard, le patron de Saint-Gobain. Et on va parler matériaux de construction et tout ça par exemple. On va parler de la ville qui est notre invité sur Bismart et Sud Radio. Donc on démarre, Pierre-André de Chalandard, bonjour, Pierre-André, donc le PDG de Saint-Gobain, et ce bouquin, on va le voir là, le défi urbain, retrouver le désir de vivre en ville, c'est un peu paradoxal, c'est un petit bouquin, hein, vous inquiétez pas, très intéressant, on apprend plein de trucs, mais c'est un peu paradoxal, Pierre-André, parce que si j'enlève, il y a quand même, allez on va dire, 35-40 pages, de pub pour Saint-Gobain. Alors c'est les titres. Alors pas tout à fait à la fin d'ailleurs, mais c'est les titres l'ardente obligation de la rénovation. En plus vous y mettez un truc. Et puis la recherche de nouveaux matériaux. Non, c'est un très. Mais sinon tout le début, c'est quand même, et c'est de ça dont moi je veux qu'on parle. C'est quand même une forme. C'est presque une forme de réquisitoire en fait. C'est tout ce qui marche pas, tout ce qui fait. Vous restez convaincu. Vous l'écrivez au départ. Vous dites c'est le plus grand de tous les défis en fait. D'accord. Parce qu'on va avoir 6 milliards de personnes qui vont vivre en ville en 2050. On en a déjà presque 4. On avait que 750 millions en 1950. C'est ça. Donc l'urbanisation, elle est partie et elle va pas s'arrêter. Alors non, mais c'est là-dessus, elle va pas s'arrêter. Mais d'abord les chiffres effectivement. Ouais. Alors c'est sur la France, c'est juste le petit extrait que j'ai noté. Franchement, je savais pas ça. Donc vous expliquez qu'en fait il y a des aires d'attraction urbaine. Voilà, hein, on appelle ça comme ça. 93% des Français vivent dans l'une des 699 aires d'attraction identifiées. Avec 13 millions d'habitants, donc l'aire de Paris concentre à elle seule près d'un habitant sur 5. Ouais. 13 aires. Quand même, alors, vous aviez pas ça en tête. Non, ouais. Je ne pensais pas qu'on avait 93. Ça se concentre beaucoup, oui, parce que on a besoin de services et que les services se concentrent. Regardez les magasins dans les villages. Maintenant, ils sont dans les petites villes. Hein, c'est les centres commerciaux. Voilà. Et à la côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que Paris, vous avez vu, le pic de population à Paris, c'est 1921. Ouais. Depuis 1921, Paris, à l'intérieur du périphérique, n'a pas arrêté de baisser. Oui, mais est-ce que c'est la bonne jauge ? Non, mais c'est une jauge intéressante. Oui, mais c'est une jauge administrative. J'ai l'impression que Paris, alors, et vous racontez, vous avez beaucoup voyagé, vous racontez Shanghai, il faudra que vous nous racontiez ça. Mais en fait, Paris, on a dit administrativement Paris, et là-dessus, il y a eu des arbitrages politiques très importants, etc. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire. C'est pas tout petit quand même, Paris. Oui, mais l'agglomération parisienne n'a pas arrêté de grandir. Bien sûr. Le vrai périmètre, c'est la 86. Oui. Et là, vous vous retrouvez sur ces fameuses 13 millions d'habitants. On est sur un. Exactement. Oui. Mais alors, racontez, parce que vous racontez Shanghai. Oui, Shanghai, parce que celle-là, je l'ai vue. Si vous voulez, ça fait depuis 1990. Je vais 2 fois par an à Shanghai. Ouais. Et je me souviens la première fois, si vous voulez, Pudong, qu'on voit tout le temps, toutes les photos, les vidéos de Shanghai, avec les 3 grandes tours immenses. Shanghai, Pudong, de l'autre côté de la ville, de la rivière, enfin du fleuve, c'était des marais. Voilà. Quand j'y suis allé la première fois. Et je me souviens, on nous disait, dans 10 ans, il y aura une grande ville. Et aujourd'hui, c'est Manhattan, pratiquement. Et aujourd'hui, c'est sans doute l'ère en termes de PIB, c'est une concentration la plus productive du monde, sans doute. Non, j'ai vu ça, j'ai vu vous parlez de périphérique à Paris, mais j'ai vu à Pékin construire, quand j'ai commencé, il y en avait 3, maintenant il y en a 6. C'est ça, il y en a 6. Hein. Ouais, il y en a 6. Ouais, mais alors, c'est ça le truc. Alors, il se trouve que Philippe de Sertine, qui était à votre place la semaine dernière, a écrit, lui, un bouquin qui s'appelle Le Grand Basculement. Oui. Et lui est persuadé de l'inverse. Donc vous, en gros, votre thèse, ce serait une erreur de penser que le mouvement d'urbanisation va s'interrompre. Le désir de ville est toujours là. Voilà. Vous êtes persuadé que ça, Pierre-André, mais dans le bouquin, il n'y a rien qui... Mais si, il y a toute l'histoire. Ah bah oui, mais... mais vous pensez que les 20 dernières années... Non, toute l'histoire... Pas les 20 dernières années, les 6 derniers mois, même. Parce que les 6 derniers mois... Non, mais toute l'histoire, c'est que la ville, si vous voulez, c'est la fête, c'est la civilisation, c'est la culture, c'est le commerce, c'est les rencontres, c'est le désir, quoi. Ouais. Et puis, à partir de la révolution industrielle, on a vu aussi la pollution, on a vu aussi... Et alors, la pandémie nous rappelle quelque chose qui a existé au Moyen-Âge, hein. C'est que effectivement, quand on est plus serré, il y a plus de contagion.
Et donc, il y a une espèce d'anxiété qui est arrivée dans la ville. La pollution, 70% des émissions de gaz à effet de serre sur 2% de la surface de la planète. Et puis, il y a, si vous voulez, cette anxiété. Et donc, du coup, il y a des gens qui se disent, il faut qu'on aille à la campagne. Bon. Et le Covid, là, cette crise, elle a aussi un révélateur fantastique des inégalités entre les gens qui étaient coincés en ville et qui ne pouvaient pas sortir, et les gens qui étaient là avec leur jardin. Donc, il y a une envie de campagne. Ouais, mais c'est truffé de chiffres d'ailleurs dans votre bouquin. C'est 5 millions de personnes en France qui vivent dans un logement trop petit. Et puis c'est sourcé, vous donnez toutes les sources et tout. 40% dans la région parisienne. Et attendez, non, il y a ce chiffre de dingue. Les habitants de New Delhi respirent plus de 10 fois la valeur maximale de microparticules recommandée par Je vais vous raconter une anecdote. Je me souviens, un jour, je suis arrivé à Pékin. Je sors de l'avion et sur la passerelle, je ne vois pas la passerelle d'à côté. C'est ça. 30 mètres. Alors qu'il faisait beau. Alors qu'il fait beau. Et donc je me suis dit, vous savez, c'est comme à Milan, je me suis dit, il y a une espèce de brouillard très bas. On ne voyait pas. Et puis je sors de la passerelle et là, j'ai pris à la gorge. En fait, c'était que de la pollution. Donc, alors évidemment, vous allez à Pékin, aux Jeux Olympiques, là, ils ont arrêté pendant 15 jours. On a beaucoup raconté, ils arrêtent les usines. Mais sinon, non, c'est terrible la pollution. Et Pierre-André, vous faites ce constat. Oui. Et vous dites que. Attendez, la solution, alors, c'est ce que je raconte aussi, c'est la blague de Maurice Allais. Il suffit de mettre les usines à la campagne parce que l'air y est plus pur. L'air y est plus pur. Bon, non, le sujet, c'est de transformer la ville. C'est de s'attaquer aux problèmes de la ville. Vous ne croyez pas que le choc qu'on a éprouvé, ces fameux 5 millions de personnes dans leur logement, l'accélération de la digitalisation dont tout le monde parle, c'est un fait, etc. et tout. Philippe de Sertine, il a une très bonne phrase, il dit, et c'est ça, la révolution du travail, donc les usines à service. On s'est rendu compte que, si vous voulez, les gens qui font 2 heures de transport par jour, on s'est rendu compte que ça y a un problème. Que ça sert à rien, évidemment. Bon, donc, c'est. Il y avait 2 options. Soit on va plus travailler ensemble, ça j'y crois pas, soit on va travailler plus près de là où on habite. À terme, ce sera ça. Et c'est quand même plus intelligent. Et donc ça veut dire qu'à terme, la ville se délite. Ça veut dire que la ville la plus dense va être un peu moins concentrée, que la ville un peu moins dense va être un peu plus concentrée, et qu'il va y avoir un peu de campagne, un peu de nature à la ville. Alors, revanche de ville moyenne, alors vous le voyez comme ça, parce que ça, vous l'écrivez pas, ça, Pierre-André, revanche de ville moyenne... Non, mais la ville moyenne, c'est toutes les villes à l'intérieur de la 86, il y a plein de villes, là. C'est aussi des villes moyennes. Ouais, enfin, il se trouve que j'y habite. Franchement, vous êtes comme à Paris, quoi. C'est-à-dire que. Ah non, vous n'êtes pas comme à Paris. Oui, d'accord. Il y a des zones pavillonnaires. Il y a des zones pavillonnaires qui sont aujourd'hui grignotées. Oui, et il va falloir construire un peu plus dense. Oui. Et un peu moins dense, et avoir aussi beaucoup de végétal. Mais alors, vous le dites vous-même d'ailleurs, Pierre-André. Le sujet. Le sujet. Que vous dites très justement, le problème c'est que les villes sont là. Stéban, le sujet plus important c'est qu'il n'y a pas une solution. Et que, vous venez de le dire à l'instant, les villes sont là. Il faut partir de l'existant. Voilà. Et donc, on a le choix, on doit faire 2 choses. Dans les pays nouveaux, on construit encore. Il faut construire bien du premier coup. Et dans les nôtres, il faut repenser, il faut réaménager. Il faut réintroduire de la mixité. Il faut densifier un peu et en même temps mettre plus de verre. Vous y croyez pas, ça? C'est un oxymore. Et donc, il faut des bâtiments plus confortables. Non, mais plus sains. Voilà. Et là, vous allez... C'est là qu'arrive Saint-Gobain, j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est un oxymore, c'est-à-dire... Alors, effectivement, vous citez des architectes, des gars qui réfléchissent, il faut de la végétalisation. C'est très intéressant. J'ai vu pas mal d'architectes. Autrefois, si vous voulez, le métier d'architecte, le geste... Ils utilisent le mot, le geste architectural, c'est construire du neuf. Ouais. Et on voit, c'est très intéressant que les grands architectes, il y en a qui commencent à considérer qu'on peut vraiment faire un très beau métier en rénovant. Donc moi, je crois à la reconstruction, à la rénovation, à la revitalisation. Le brownfield en anglais, on dit. Je ne crois pas tellement à repartir de rien, loin et au milieu de nulle part. Mais comment vous pouvez à la fois densifier et dédensifier? C'est ça que j'ai pas compris dans votre histoire. Alors, et pour le coup... je vais mettre un peu plus de jardin à côté de vos bureaux ici.
Hein, si j'arrive à trouver de la place, dans les parkings, je vais mettre un peu, je vais enlever des parkings, hein, je vais enlever les voitures, j'ai plus d'arbres. La rentabilité du mètre carré avenue de Friedland, vous y pensez même pas, Pierre-André, c'est pas possible. Vous y arriverez pas. Bien sûr que si, on peut le décider. Les autorités peuvent le décider, ça. Et on va faire un peu moins de ghetto dans certaines. Et vous montez plus haut les tours. Alors. Et on va monter plus haut. Là où vous habitez et pas monter forcément plus haut dans Paris. Pierre-André Chalandard, le patron de Saint-Gobain. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Pierre-André Chalandard, le patron de Saint-Gobain et son livre sur le futur de la ville. L'ensemble des... Alors les grands... Alain Dinin, que vous connaissez forcément. Oui. Alain Dinin, lui, il veut se battre pour monter plus haut. Il dit c'est la seule solution. Mais pas monter plus, il va pas monter plus haut dans Paris. Si, il veut monter plus haut dans Paris. Il va monter plus haut entre Paris et la 86. Non, il veut monter plus haut partout. Lui, il dit c'est la seule solution. Oui. Et ça, c'est rationnel. Si on est dans votre état d'esprit, c'est-à-dire de dire non, on n'est pas sur un grand basculement en fait. C'est pas la fin de la grande ville et non l'ensemble de ceux qui ont été... Il va rester des métropoles. C'est de monter. Eh bien, on va monter un peu, mais je pense pas qu'en Paris on va monter tant que ça. Non, parce que personne. Parce que Paris a de moins d'habitants. On va monter autour de Paris. Alors, ce qui est intéressant. Mais si vous voulez, chaque endroit sera différent parce qu'il partira de ce qu'il a. Il y a un concept que j'ai trouvé intéressant, que j'ai trouvé chez un urbaniste, professeur à la Sorbonne, qui s'appelle Moreno, qui parle de la ville du quart d'heure. Ouais. C'est l'idée de dire qu'il faut que là où vous habitez, hein, vous puissiez, alors vous serez très content de venir dans le centre de Paris aussi, mais vous puissiez avoir l'essentiel dont vous avez besoin pas trop loin. Ouais. C'est une très bonne idée. Hein. C'est un des grands concepts de l'actuel maire de Paris, ça, voilà, la ville du quart d'heure. Mais le problème, Pierre-André, c'est que la ville du quart d'heure, en fait, elle referme la ville. La ville du quart d'heure, elle vous met quelque part les barrières d'octroi que l'actuel maire de Paris est en train de mettre. Je la comprends d'ailleurs, hein, elle est élue par des gens qui veulent vivre tranquille. Est-ce que c'est mieux d'avoir les villes nouvelles du général de Gaulle à 50 km de Paris où il y a la moitié des trucs et l'autre moitié il n'y en a pas, il faut faire une demi-heure de RER pour l'avoir? Je connais bien Corbeil-Essonnes pour tout vous dire. Ah oui, non mais ça évidemment, c'est un désastre. Bon. Tout à fait. Et donc il faut... voilà. Ok, il n'y a pas une solution. Non, il n'y a pas une solution. Si, il y a une solution. C'est évidemment de rénover et d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et le confort des bâtiments partout. Ça, c'est universel. Ça, c'est universel. Et révolution des modes de construction. Oui. J'en parle un petit peu aussi. C'est intéressant de voir le numérique, parce que là, on parle du numérique partout. Ouais. Le numérique, c'est très bien. Hein, mais moi, je dis aussi que si vous mettez des capteurs sur une passoire énergétique, ça reste une passoire. Oui, hein. Tout à fait. Et j'ai trop. Et puis, je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de Toronto, là, de Google à Toronto. C'est intéressant. J'allais y venir. Mais juste un mot là-dessus, parce qu'il se trouve que juste à côté de chez moi, ça construit beaucoup. Et bravo pour le maire qui a le courage de construire. Et il se trouve que j'ai vu construire des maisons en bois. C'est sidérant. C'est sidérant. Ikea sera là dans quelques instants. En une semaine, la maison est montée. Quoi. Et elle est, pour le coup, totalement, en termes d'isolation, nous, on travaille sur d'efficacité de ces choses-là. C'est absolument sidérant. Donc là, oui, vous avez une révolution. Mais est-ce que c'est ça qui va vous permettre de empiler, en gros, tous les désirs que porte la ville par rapport aux... Vous le dites, les équations sont impossibles. C'est-à-dire que les déchets, la pollution, on en a parlé, l'accès à l'eau, les services publics... Il y a du travail. C'est un beau projet. C'est bien qu'on dépense une partie. En gros, j'ai l'impression que c'est une impasse. Non, c'est pas une impasse. Ah, vous pensez que c'est une impasse? Ah, moi, je pense que c'est. Non, je pense qu'on va on va trouver des solutions. On va trouver des solutions. Alors, regardez une ville par exemple qui était, moi je me souviens quand j'avais 15 ans, c'était sinistre. Londres. C'est devenu assez agréable, Londres. Ouais. Ça a complètement changé. C'était sinistre quand vous aviez 15 ans? C'était tout noir partout. Il y avait encore le fog. C'était la grande vie des Anglais quand même. Ah non, c'est après. Vous êtes plus jeune que moi. C'était avant ou après. Oui. Ah oui, c'est ça. Ben oui, vous étiez quoi? C'était 75. C'était 75. Ouais, ah bah oui, là c'est la dépression complète. Ah bah oui, mais là toute l'Angleterre. C'est l'avant l'arrivée de Thatcher. Le FMI est aux portes. On l'a oublié ça. Londres a complètement changé. Bon, alors juste un mot. La ville, ça vit, c'est la ville. Voilà, c'est ça aussi que je veux dire. Si vous voulez le dire, c'est la vie. Et ça, votre conviction, c'est que ça. Ah oui, parce que c'est le désir d'être ensemble. Oui.
D'ailleurs, c'est intéressant, je faisais une allusion aussi, si vous voulez, quand vous regardez la Bible, ça commence dans un jardin, la Bible, ça se termine avec la Jérusalem céleste, qui est une image de la cité idéale. Hein. Les États-Unis se croient la nouvelle Jérusalem aujourd'hui. Hein. Donc, il y a toujours eu ça. Donc, l'avenir, c'est la ville. Hein, je crois. C'est un dogme, voilà. Mais attendez, moi je suis très content d'être à la campagne de temps en temps. Hein. Non, alors vous racontez. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça reste. J'ai découvert, donc Uruk, je sais pas comment on prononce ça d'ailleurs. Uruk, la première des villes. Oui. Moins 5000 avant Jésus-Christ. Et vous dites, en fait, personne ne sait vraiment pourquoi les gens ont été se mettre là. Donc on est entre le Tigre et l'Euphrate, on est en Mésopotamie, etc. et tout. Et vous dites qu'il n'y a pas une situation géographique particulière. Non, c'est en amont d'un delta. Donc souvent les populations sont mises dans un delta parce qu'il y avait de l'eau. Hein. Bon, l'eau explique en partie ça. Et à un moment, la ville attire la ville. Et à un moment, il y a un point de rencontre qui, effectivement, parce que les hommes peut vous donner raison. Les humains sont des êtres de relation. Bon. Ça aussi, si vous voulez, quand on parle du télétravail, on ne va pas être resté un télétravail à 100%. Il n'y a que le patron de Peugeot qui croit ça. Oui, mais enfin, quand même, il a du monde. Hein. Le patron de Saint-Gobain, il ne croit pas. Ah non. Nous, ce ne sera pas plus de 2 jours par semaine. Moi, je crois fondamentalement à la machine à café, vous voyez ? Ouais, c'est ça. La créativité, la convivialité. Le hasard. C'est indispensable. Il y a 15 ans, on a fait ça avec nos centres de recherche. Hein, on avait des centres de recherche par métier dans Saint-Gobain. Puis on les a mis tous ensemble. Et en se disant, quand ils déjeunent ensemble, les chercheurs de discipline, ils vont parler. Ça va brasser. Et puis ça va brasser. C'est ça, moi je crois, la créativité, elle vient de la discussion. Alors maintenant, il y a des outils pour faire de la créativité online. Je ne suis pas complètement convaincu. Non, mais je crois que personne ne l'est. Hein. C'est ça. Le hasard, le brassage, etc. Et puis regardez les réunions. Très souvent, quand on a les réunions, ce qui est important, c'est ce qu'on se dit avant et après. Et c'est ça qui fait alors que... C'est quoi ce chiffre ? C'est ça qui fait le sel de la vie. Non, bien sûr, Pierre-André. Mais ce chiffre sur Saint-Gobain que j'oublie à chaque fois, c'est en 5 ans, la moitié des produits... C'est quoi le... Non, c'est 25% des produits en moins de 5 ans. C'est ça. 25% des produits, même du chiffre d'affaires de Saint-Gobain. Du chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça. N'existait pas il y a 5 ans. Pas sous cette forme. Rotation. Non, mais c'est très très important. Je suis très fier d'un truc dont je suis le plus fier chez Saint-Gobain, c'est les prix qu'on gagne sur l'innovation et le fait qu'on est considéré comme très très innovant dans un métier qui est quand même un métier assez conservateur. On va y aller parce que moi ça m'intéresse beaucoup là-dessus. Mais juste, il faut effectivement, parce que l'histoire c'est la ville intelligente. Oui. Et vous racontez, alors c'est trop bref. Moi, ça m'a donné envie d'en savoir beaucoup plus sur l'échec en fait de Google à Toronto. Il faut des tas d'essais. Non, c'est les gens qui n'en veulent pas. Oui, je sais, c'est ce que je raconte. Je sais, les raconter, oui, mais c'est ce que je raconte. Dites-le. Non, mais si vous voulez, c'est l'idée de dire, il y a une ville où on va vous donner tout va être connecté. Voilà. Et donc, mais simplement, vos informations, moi, Google, j'ai le droit de m'en servir. Et les gens ont eu peur. Vos informations remontent parce que pour gérer la ville, exact. On a besoin de savoir en temps réel. Mais les gens ont dit, ils n'ont pas le RGPD aux États-Unis. Les gens ont dit mais je pense que l'Europe est en avance sur les États-Unis. Oui, mais ça veut dire que toute cette histoire est effectivement très intéressante, notamment... Il n'y a qu'en Chine où ça marche comme ça aujourd'hui. Mais on ne vous demande pas tellement votre avis. Voilà, c'est tout dire. Non, mais toute cette idée, effectivement, notamment pour réduire la pollution, les flux de voitures, on sait très bien que si les voitures... ça se régule, quoi, de manière très très simple. Enfin, j'avais travaillé pour la préfecture de police, moi, à l'époque. Et il suffit de... Alors, à l'époque, il suffisait de 7% de baisse de la circulation à Paris pour trouver une ville fluide. Les chiffres étaient vraiment très impressionnants. Bref, simplement, on ne va pas vouloir, même anonymement, être surveillé en permanence. Et c'est un des grands freins que vous décrivez. C'est un frein ou c'est une protection de la liberté. Oui, mais ça veut dire que la ville intelligente, non. La ville intelligente... On va y avoir des éléments, mais pas de manière totalitaire à la chinoise en Europe, en Occident, et Google a voulu être chinois au Canada. Pierre-André de Chalandard, le patron de Saint-Gobain, qui était notre invité sur Bismart et Sud Radio. Merci Pierre-André, et nous, on se retrouve lundi.